Bien, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau cours sur le commerce international qui sera vraisemblablement le dernier sur le commerce international puisque je vais commencer à passer au problème de migration qui est mon prochain thème auquel je devrais consacrer 2 cours, au moins 1 cours et demi. Donc merci d'être là, nombreux malgré les vacances scolaires, mais vous n'êtes peut-être pas directement concernés. Donc avant d'aller plus loin, je vais essayer de revenir aujourd'hui. Je vais faire un petit retour sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et mon retour sera complété par le point de vue que nous donnera Peter Neary, qui parlera après moi dans le cadre du séminaire. Et donc moi j'ai d'abord essayé de faire un bref retour sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Tout sans prétendre à l'exhaustivité, mais simplement pour nous resituer un tout petit peu dans le contexte. Alors, ce que j'avais présenté jusqu'à maintenant, c'est d'une part ce qu'on pourrait appeler la théorie classique. Alors, elle était classique au sens où sont classiques ce qu'on apprenait dans ma jeunesse, par exemple, la théorie classique du commerce international. Et cette théorie du commerce international a une origine assez ancienne, puisque les premiers arguments datent de Ricardo, c'est-à-dire avant la première mondialisation. C'est-à-dire ces arguments qui sont probablement pas sans influence sur ce qui s'est passé en 1846 lorsque les lois sur les céréales ont été abolies en Angleterre, puisque c'est un argumentaire en faveur du commerce international. Et ensuite, ces idées initiales ont été prolongées par toute une réflexion qui, cette fois, est issue de la première mondialisation, qui reprend en quelque sorte tout le capital de connaissances qui a pu être accumulé au moment de la première mondialisation. Comme vous le savez, je vous avais raconté un petit peu ce qui s'était passé au cours de la première mondialisation. C'était assez compliqué, etc. Et Ekscher-Ohlin, vers 1920, ont proposé une vision de ce qui s'était passé qui est devenue assez classique. Alors je vous ai présenté un petit peu les bases de cet argumentaire, en vous montrant comment il était issu de l'histoire économique du XIXe siècle. Et en particulier, je l'ai développé dans plusieurs directions. D'abord, on a fait, je crois que c'était la dernière fois, on a fait Ricardo avec beaucoup de biens, qui nous donne une version de Ricardo qui par son point de vue, est assez éclairante. On a essayé d'introduire dans le modèle aussi des coûts de transport. J'avais parlé de coûts de transport iceberg. C'est-à-dire que les biens fondent entre le point de départ et le point de destination, qui nous amenait vers des modèles de gravité, puisque plus des pays sont éloignés, moins ils commerceront, quelle que soit la théorie des coûts de transport que vous avez, dès lors qu'elle implique que le coût de transport croît avec la distance. Et puis j'avais esquissé aussi, sans être allé bien loin, un mix de Ricardo, Ekscher-Ohlin et de modèles de gravité, sur lequel je n'étais pas entré et sur lequel je n'irai pas loin non plus aujourd'hui, sur lequel on n'a pas vraiment. À côté de ça, j'avais expliqué ce qu'on appelle la nouvelle théorie du commerce international, parce qu'il s'est passé des choses, et cette nouvelle théorie a été probablement motivée par le fait d'essayer d'expliquer le commerce intra-industrie. On a vu au XXe siècle du commerce à l'intérieur de l'industrie. Le commerce prédit par le modèle Ekscher-Ohlin, c'est du commerce entre les industries, chacun des blocs se spécialisant dans une industrie, et pour expliquer un petit peu le commerce nord-nord. Alors, le principe des modèles qui ont été introduits, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont des substituts plus ou moins imparfaits, et on a envie d'avoir beaucoup de ces produits. Il y a un goût pour la variété qui est introduit. Ce n'est pas complètement anodin, comme je l'avais dit, parce que ce goût pour la variété, tel qu'on l'introduit dans le modèle analytique, implique des rendements croissants. C'est-à-dire que les gens préfèrent consommer, s'ils ont une quantité de ressources à allouer à la production de ces biens différenciés, ils préfèrent en consommer très peu, mais beaucoup, et il y a des rendements croissants. Alors, bien entendu, la première remarque qu'on avait faite et qu'on a repris un certain nombre de fois, c'est que cette symétrie des biens était très ad hoc, mais qu'elle impliquait une assez grande facilité analytique.
Alors c'est par exemple dans les versions simples du modèle, celle que vous avez présentée, le modèle avec variété, il y a des variétés dans chaque pays et on échange les variétés. Hein. C'est vraiment des boulevards, tout est facile à expliquer, il n'y a aucun problème à comprendre ce qui se passe. Même si l'algèbre vous effraie un petit peu, c'est simplement un voile qui n'empêche pas de comprendre l'essentiel du message, qui est très simple. Alors par contre, je vous avais dit, au-delà, quand on complique un peu le modèle, les sentiers peuvent être plus difficiles. Et ça, c'est ce qu'on avait vu un peu dans les versions sophistiquées du modèle, dans lequel on voyait apparaître évidemment quelque chose qui était sympathique, c'est-à-dire que dans ces modèles, il y avait des raisons pour le commerce, mais il y avait aussi des raisons pour l'agglomération, à cause des rendements croissants. Quand vous avez des rendements croissants, il faut mieux se mettre au même endroit en principe. Et donc, il y avait simultanément des arguments pour le commerce et des arguments pour l'agglomération. Et je vous avais suggéré que dans les versions, dès qu'on sophistiquait un peu le modèle, le message sur le commerce était de moins en moins clair. Bon. Donc voilà, ça vous nous rappelle un petit peu où on en était. Alors, qu'est-ce qui est satisfaisant dans la nouvelle théorie? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Eh bien, il y a des questions qui sont effectivement mieux éclairées par la nouvelle théorie, c'est clair. Et ce qu'elle cherchait à éclairer, c'est-à-dire le commerce entre semblables. Même si naturellement, à nouveau, le côté ad hoc doit être à nouveau souligné. Hein, la complémentarité des variétés est sans doute probablement surestimée. Le fait d'avoir des Renault en France et des Volkswagen en Allemagne, c'est un point de départ. Le fait de mélanger des Renault et des Volkswagen, c'est plutôt agréable. C'est peut-être moins agréable que ce que suggère la théorie, malgré tout. Mais c'est un point bien. Alors le deuxième point sur lequel on avait progressé grâce à cette nouvelle théorie, c'est sur le rôle des entreprises dans le commerce. Alors, le rôle des entreprises, ça fait partie, je vous ai présenté pas mal de faits stylisés sur la seconde mondialisation, hein, mais un des faits stylisés, c'est effectivement que les entreprises jouent un plus grand rôle. Hein, et ça avait été illustré dans le cadre de ce cours par le séminaire qu'avait donné Francis Kramars, hein, qui était relativement hard, mais enfin qui portait sur ce sujet du rôle des entreprises dans la mondialisation, du fait que les entreprises les plus rentables étaient aussi celles qui exportaient le plus, enfin qu'il y avait une corrélation entre leur efficacité et leur capacité à s'intégrer dans le marché mondial. Et ça, c'est un fait stylisé, dont ces modèles rendent compte jusqu'à un certain point. Alors, ce rôle d'entreprise, on peut l'expliquer à la fois dans le premier modèle standard que vous avez donné par la variété et les coûts fixes d'entrée, hein, c'est-à-dire que les entreprises, il y a des coûts fixes d'entrée, et plus elles sont efficaces, plus elles peuvent payer ces coûts fixes d'entrée, et plus elles auront un rôle à la fois au niveau du local, au niveau du pays, et au niveau international, dans le commerce international. Donc on retrouvera bien cette corrélation qui est un des faits stylisés entre l'efficacité et la capacité à s'intégrer dans les réseaux internationaux du commerce. Mais on avait vu aussi qu'on peut le faire dans les modèles ricardiens généralisés. Dans le modèle ricardien généralisé où il y a n biens, eh bien, il y a aussi un rôle pour les entreprises. Si elles sont plus efficaces, ça développe la possibilité que ces biens soient exportés, etc. Donc ça, c'est un plus à mettre. Hein. Malgré tout, ce qui est resté dans l'ombre, eh si on regarde maintenant les faits stylisés que j'avais essayé de mettre en évidence, il y a quand même beaucoup de faits stylisés, en particulier des faits stylisés du commerce nord-sud, qui restent complètement dans l'ombre. Par exemple, un fait stylisé important, c'est ce que j'avais appelé le dégroupage, hein, ou la segmentation des tâches, qui fait que les entreprises non pas se délocalisent, mais délocalisent une partie de leur processus de production pour certains segments de la production. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi une des questions auxquelles on s'était trouvé confronté, c'est le problème du progrès technique et de la dynamique de diffusion. Je vous avais montré des diagrammes sur l'évolution de la spécialisation de la Chine, par exemple, la dernière fois, hein, qui était assez éloquent. Et il y a évidemment un processus de rattrapage. Jusqu'où va-t-il? Comment va-t-il? Évidemment, ces modèles, enfin ceux que j'ai présentés en tout cas, ne disent pas grand-chose là-dessus. Or, pourtant, on peut penser que tous ces segments qui restent dans l'ombre doivent être relativement essentiels pour comprendre les effets du commerce sur la distribution des revenus. Alors là, je m'en réfère à l'exposé que nous avait fait la dernière fois François Bourguignon, hein, à partir de son livre sur l'inégalité dans le monde, hein, et que je résume par le titre d'un papier que j'avais écrit avec lui il y a bien longtemps, qui s'appelle « Moins d'inégalités entre nations, plus d'inégalités au sein des nations ».
il y avait un point d'interrogation d'ailleurs dans le titre de cet article, hein, et qui traduit une tendance donc, sur laquelle je reprends certains des faits stylisés sur ces effets distributifs. Hein. Alors l'effet stylisé, c'est qu'au nord, il semble qu'il y ait une pression à la baisse sur le travail, en tout cas sur le travail non qualifié. Alors, il y avait le fait qu'aux États-Unis, depuis 1980, je ne sais plus exactement jusqu'à quelle période, mais j'avais donné les statistiques la dernière fois, selon lesquelles le salaire médian stagnait pratiquement sur plusieurs décennies, hein, puisqu'il augmentait que de 0,36%, ce qui est assez proche de ce qui n'est pas exactement zéro, mais qui n'est quand même pas très loin. Et on avait vu aussi la dernière fois, que je vous avais montré, François Bourguignon, que le phénomène affectait aussi aux États-Unis le travail qualifié, jusqu'à un certain point, en épargnant seulement les superstars. C'est-à-dire le 1%, ou les 5% plus élevés de la distribution des revenus. Alors, ce n'est pas exactement ce qui se passe dans d'autres pays. Ces faits ne sont pas encore... il n'y a pas l'équivalent dans les autres pays développés, mais on peut se demander s'il n'y a malgré tout pas une tendance si on ne va pas dans cette direction. Hein, c'est du moins la crainte qu'on peut avoir. Alors, dans l'exposé de François Bourguignon, ils avaient parlé aussi d'un certain nombre d'autres sujets, hein, comme les inégalités dans les pays en développement. Les pays en développement, avec l'accroissement du commerce et la mondialisation, ont vu, on pense à la Chine bien entendu, se créer une classe moyenne, une nouvelle classe moyenne apparaître. Hein, mais il reste dans les pays en développement, en Afrique, etc., beaucoup de pauvres. Et donc la question de la mondialisation a-t-elle bénéficié aux plus pauvres avait aussi été traitée et abordée par François Bourguignon. Alors, donc, si je prends la théorie du nouveau commerce international, du moins telle que je l'avais présentée, on peut la perfectionner, il y a des versions que je n'avais pas présentées non plus. Hein, et évidemment, tout ce qui est distribution des revenus est quand même dans le champ aveugle de cette théorie. Alors que cette distribution des revenus était au cœur de l'argumentaire Heckscher-Ohlin. Les effets de distribution de revenus, c'était vraiment le cœur de l'argumentaire Heckscher-Ohlin, et c'était vraiment lié aux leçons de la première mondialisation. Et donc, mais naturellement, l'argumentaire Heckscher-Ohlin, évidemment, n'a aucune raison d'être aussi pertinent pour notre mondialisation que pour la première mondialisation, hein, parce que visiblement, il y a des interactions entre les effets non Heckscher-Ohlin, c'est-à-dire la variété, l'efficacité des firmes, la segmentation, ça, ce n'est pas des effets qui sont dans Heckscher-Ohlin, aucunement, hein, et puis avec sans doute des effets Heckscher-Ohlin. Alors, donc tout ceci pour vous dire qu'on a présenté des théories, on a toute une série de faits, et on n'est pas très satisfait par la capacité des théories à nous rendre compte d'une partie des faits stylisés, en particulier des aspects sur les distributions. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne prétends pas du tout combler le vide que j'essaie de dessiner, mais je vais essayer de revenir sur la logique pure Heckscher-Ohlin-Ricardo, hein, en mettant l'accent sur le progrès technique. Je ne l'ai pas fait, je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui se passe dans le monde de Heckscher-Ohlin-Ricardo si on met du progrès technique. Une première chose qu'on pourrait essayer de faire pour essayer de comprendre ces effets segmentation, ces effets progrès technique, c'est essayer de comprendre comment serait le monde, enfin, qu'est-ce que fait le progrès technique dans le monde Heckscher-Ohlin, hein, ou dans le monde Ricardo. Et donc c'est ce que je vais faire dans les 20 minutes qui suivent, et j'ai oublié provisoirement les entreprises. Ce sera un point de vue partiel, hein, qu'il faudrait compléter par quelque chose qui va plus loin, mais c'est le point de vue que je vais prendre ici. Alors, je vais d'abord, le premier point de vue d'Heckscher-Ohlin que je vais prendre, je vais prendre la question de la pression à la baisse des salaires non qualifiés. Je vais simplement recommander Stolper-Samuelson, mais en changeant un petit peu de point de vue, en sortant du 19e siècle. Alors, comment je vais sortir du 19e siècle? Je vais simplement supposer que j'ai un monde simplifié. Ce monde simplifié, comme dans Heckscher-Ohlin simplifié, il a deux biens. Et il a deux facteurs de production. Mais je vais changer le nom des facteurs de production. Jusqu'à maintenant, les facteurs de production, quand j'avais présenté Heckscher-Ohlin, je les appelais la terre, le travail, je les appelais la terre, le capital, le travail, le capital. J'aurais bien voulu en mettre 3, mais j'ai souvent hésité à en mettre 3. Donc, et donc ici, je vais leur donner un nom différent. Je vais dire c'est le travail qualifié et le travail non qualifié. Simplement, je suis dans un monde où il y a deux facteurs de production, travail qualifié et travail non qualifié. Et le point de vue que je vais prendre dans un premier temps, c'est le point de vue d'un petit pays. C'est-à-dire que le problème
dans ce qui va se passer, il n'y aura jamais d'effet de ce que je vais faire, moi, petit pays, sur les termes de l'échange. Les termes de l'échange, ils sont donnés. C'est un petit pays. Le prix des biens, alors le bien 1 et le bien 2. Alors le bien 1, je vais l'appeler, c'est le bien qui est intensif en travail non qualifié, je vais l'appeler le textile. Et le bien 2, qui est intensif en travail qualifié, je vais l'appeler l'informatique. Alors ce que peut faire le pays, mon petit pays, c'est son ensemble de production, compte tenu des dotations factorielles qu'il a, c'est tenu par cet ensemble de production-là. Il peut produire cette quantité-là de textile, il peut produire cette quantité-là d'informatique, et puis entre les deux, il y a la frontière de production qui est ici. Alors, vous voyez que quel est l'équilibre d'autarcie dans ce monde? Si je prends un équilibre concurrentiel, bien ça va correspondre à une production de textile et d'informatique qui correspond à ce point-là, dans lequel la courbe, alors imaginons que tous les agents soient semblables, ou c'est la courbe de la fonction du bien-être social, ou simplement la fonction qui maximise l'utilité de l'agent représentatif, qui ont des préférences identiques en matière de textile et d'informatique. Bien, le point maximal, c'est ici. En ce point maximal, vous voyez qu'il y a une tangente, ici à l'ensemble de production du pays, et il y a un vecteur de prix qui est perpendiculaire à cette tangente, et le point obtenu est celui qui rend maximum l'utilité sous la contrainte de production agrégée qui est donnée ici. Donc l'autarcie, c'est en bleu, c'est-à-dire c'est ce vecteur de prix, et c'est cette production agrégée pour l'économie. Ça, c'est l'autarcie. Alors qu'est-ce que va faire le commerce? Eh bien, le commerce, je suis un petit pays, simplement le commerce, il va donner... il va créer des prix mondiaux différents des prix d'autarcie. Le prix mondial différent du prix d'autarcie, l'idée c'est qu'on commerce avec c'est l'idée Excheroline, on commerce avec des gens dans lesquels il y a plus de travail non qualifié que chez nous. Et le prix mondial, enfin le monde, va être tel que le prix mondial du bien 1, c'est-à-dire, vous voyez bien, là j'ai le vecteur de prix d'autarcie, là j'ai le vecteur de prix du monde. Qui est une donnée pour moi lorsque je suis dans le monde. Eh bien, vous voyez bien que le prix du textile, le prix de l'informatique, je l'ai pris comme la référence, c'est égal à 1, c'est le numéraire, et vous voyez que le prix du textile décroît. Donc quand je me m'ouvre au monde, le prix du textile décroît. Alors qu'est-ce que je vais faire si je m'ouvre au monde et que je laisse ce pays commercer avec le monde? Bien, je vais passer de ce point-là à ce point-là. C'est-à-dire, au lieu, l'ensemble des productions, l'ensemble des possibilités est accru. Maintenant, il est limité par la tangente à l'ensemble de production globale perpendiculaire au nouveau vecteur de prix. Donc, ce que je peux faire le monde, c'est ça, c'est ce qui est limité, c'est ce qui est en dessous de la zone rouge. Et qu'est-ce qui va se passer si les gens dans ce pays commercent avec le monde? Eh bien, ils vont choisir ce point. Alors, ce point... vous voyez bien qu'il est en dehors de l'ensemble de production initiale. Même tel que je l'ai tracé, il implique qu'ils vont consommer plus de textiles et plus d'informatique, au moins plus de textiles et à peu près autant d'informatique. Donc on a accru l'ensemble des possibles. C'est mieux en un certain sens, au sens relativement fort qui est donné ici. Mais évidemment, ce nouvel équilibre, tel qu'il se passe, il a des effets redistributifs majeurs. Pourquoi? Parce que je peux appliquer uniquement ce que j'avais appelé Stolper-Samuelson. Quand vous abaissez le prix d'un bien, ou quand vous augmentez le prix d'un bien, la rémunération du facteur dans lequel ce bien est le plus intensif baisse, enfin si vous baissez son prix, plus que proportionnellement au prix du bien. Ici, ça veut dire que le salaire réel des non qualifiés va baisser. Dans ce monde très simple, si j'ouvre au commerce, je vais passer de ce point-ci à ce point-ci, je vais avoir un certain commerce. Ce commerce implique que je vais importer du textile, ce qui est assez naturel, et que je vais exporter puisque ma production va être ici, et ma consommation va être ici, et que je vais exporter de l'informatique, conformément à mon avantage comparé, mais il va y avoir des effets distributifs. Alors, qu'est-ce que je... Donc, vous voyez dans ce monde... Si je reprends une question que j'avais posée la dernière fois, c'est nos salaires ne sont pas fixés à Pékin, comme le suggérait le titre de l'article de M. Freeman que j'avais évoqué, mais il y a une contagion venue de Pékin. Et par ailleurs, quand j'ouvre les frontières, il y a des gagnants et des perdants.
Question naturelle pour un économiste, est-ce que les gagnants peuvent compenser les perdants? Les gagnants, c'est les travailleurs qualifiés, les perdants, c'est les travailleurs non qualifiés. Alors la réponse, c'est oui, si je suis dans le monde idéal dans lequel j'ai des transferts forfaitaires, je peux transférer de l'argent des gagnants vers les perdants de telle sorte que tout le monde y gagne ex post. Ça s'appelle le faire ça, avec des transferts forfaitaires sans coût. Alors ici, en fait, je pourrais le faire d'autres manières. Hein. Si la qualification était observable, c'est-à-dire si sur le marché, je pouvais observer la qualification, je pourrais faire des subventions au salaire des non qualifiés directement, qui permettraient de transférer les gains à l'échange. Mais je suppose que je ne peux pas le faire, ce qui correspond d'ailleurs à l'idée qu'on se fait, que la seule chose qu'on peut observer, c'est pas la qualification, c'est le revenu. Donc je vais mettre un impôt sur le revenu. Je vais mettre un impôt sur le revenu. Donc naturellement, si vous travaillez la même quantité et que vous êtes qualifié, vous allez gagner plus que si vous êtes non qualifié. Mais naturellement, à l'impôt sur le revenu, il va falloir que je me débrouille pour que les qualifiés choisissent le point du barème qui leur est destiné, les non qualifiés choisissent le point du barème qui leur est destiné, et donc il faudra que j'évite que les qualifiés ne travaillent peu en se faisant passer pour des non qualifiés. C'est la contrainte d'incitation habituelle en théorie de la fiscalité. Alors, donc je vais prendre l'impôt sur le revenu, et l'impôt sur le revenu, il est soumis aux contraintes d'incitation, à savoir que il faut que je le conçoive de telle sorte que chacun ait intérêt à révéler son type lorsqu'il choisit son impôt sur le revenu. Alors, quelle est la politique optimale s'il y a des objectifs redistributifs? Alors, ça dépend évidemment s'il y a des objectifs redistributifs. L'hypothèse que je fais, c'est qu'au voisinage des situations que j'ai, je souhaite redistribuer vers les travailleurs non qualifiés. Je souhaite faire de la redistribution. Ça, c'est une hypothèse. Si je ne souhaite pas, tout ce que je dis est évidemment faux. Si je souhaite le faire, alors... eh bien, les subventions à l'exportation sont un bon outil. En tout cas sous un certain nombre d'hypothèses. Si le prix d'autarcie, qui est ici, n'est pas trop loin du prix international, c'est-à-dire si le commerce ne change pas trop les rapports de prix par rapport au rapport de prix de Tarcy, alors à ce moment-là, la bonne solution, c'est d'exporter le textile en mettant une subvention à l'exportation. Alors vous allez me dire, l'OMC ne va pas accepter. Ça, c'est possible. Alors, oui, WTO, World Trade Organization, ne va pas accepter, mais si l'OMC n'est pas contre, c'est bien du point de vue de mon bien-être à moi. Pourquoi? Bien parce qu'il y a des effets, cette mesure, alors je me limite à des modifications assez faibles. Cette mesure va avoir des effets sur l'efficacité qui vont être négatifs. Ça, je ne vais pas dans le sens de l'avantage comparé, mais ces effets négatifs sont du second ordre. Parce que je ne suis pas très loin vous voyez, je suis tout autour de cette zone-là, je ne bouge pas beaucoup. Donc les effets que j'ai, ils sont vraiment du second ordre du point de vue de l'efficacité. Et par contre, les effets sur le bien-être, les effets redistributifs sont du premier ordre, parce que je donne de l'argent aux gens à qui j'aime donner de l'argent, qui sont les non qualifiés. Et donc, du point de vue social, c'est mieux. Alors, sous certaines hypothèses. Alors, c'est vrai, lorsque l'autarcie et le commerce ne sont pas très loin l'un de l'autre, s'il y a une grande distance entre l'autarcie et le commerce, je ne sais plus exactement quoi dire, parce que j'ai beaucoup de mal à comparer les situations d'autarcie aux situations de commerce, parce qu'elles sont très éloignées l'une de l'autre. Et donc, mes conclusions ne seraient plus justes. Mais donc, ça, c'est un message que je donne, parce qu'il n'est pas extrêmement populaire, parce que je crois à ce message, puisque j'ai écrit un papier qui s'appelle « Peut-on toujours redistribuer les gains à la spécialisation à l'échange ?» un retour en pointillé sur Ricardo et Cherolin, et qu'un certain nombre de gens ont écrit des choses qui ressemblent sur ce sujet, sur lequel je vous donnerai des références plus tard. Alors, puisque je suis dans la... Alors, est-ce que ce message est robuste ? Est-ce que ce message est robuste? Alors, je vais dire, oui, si je reste dans le cas d'un petit pays, et maintenant que je complique beaucoup l'économie en mettant N bien et K facteur, je dis que ce message est relativement robuste. Alors là, j'en profite à nouveau. Je ne l'ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, parce que c'est pas... Mais pour faire à nouveau une publicité pour un autre article que j'ai écrit, qui s'appelle Geometry of Global Production and Factor Price Equalization, qui est paru dans le Journal of Mathematical Economics et que j'ai écrit avec Ivar Eklam, dans lequel on considère un monde dans lequel il y a K biens, K facteurs, un nombre quelconque de facteurs, un nombre quelconque de biens.
Ils sont produits à rendement constant et on essaie de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Donc si vous voulez, moi c'est mon petit pays, je le regarde, simplement c'est un petit pays compliqué. Le monde est encore fixé, le prix des biens est fixé, j'ai ça à l'arrière-plan, mais alors qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là? Eh bien, si les biens étaient produits uniquement avec des facteurs, hein, on serait dans un monde qui ressemble au monde des classiques au XIXe siècle. Hein, c'est-à-dire que l'on pourrait définir les valeurs travail ou les valeurs terre ou les valeurs capitales des biens. C'est-à-dire la quantité de travail directement ou indirectement incorporée dans les biens, la quantité de terre directement ou indirectement incorporée dans les biens. Alors dans le monde plus compliqué qu'on est ici, c'est toujours vrai. Ça reste vrai. Étant donné les rémunérations des facteurs, il y a un système de prix, et ce système de prix reflète, modulo les rémunérations des facteurs, la quantité de biens, la quantité de chacun des facteurs qui est incorporée dans la production de chacun des biens. Mais évidemment, ces quantités varient avec le choix des techniques de production que j'ai pu faire. Donc la frontière de production est une surface réglée, par exemple. Alors, je ne vous recommande pas nécessairement de lire cet article, c'est quand même assez hard. Hein, mais il donne une version générale, mais simplement je le mentionne ici par souci de complétude, et parce qu'il donne une version atténuée de Stolper-Samuelson, mais généralisée. Que dans ce monde-là, il y a quelque chose qui ressemble toujours à Stolper-Samuelson. C'est un peu moins net, hein, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des non-qualifiés ne va peut-être pas baisser strictement, parce que les effets prix vont se répartir sur un certain nombre de facteurs, mais ceci va rester vrai. Alors ici, il est vrai aussi que dans ce monde-là, il y a un théorème d'égalisation des prix des facteurs qui, dans le monde simple, est vrai s'il y a non-renversement de l'intensité factorielle. On avait dit, si on connaît les prix des biens, on connaît les prix des facteurs. Hein. Dans le monde plus compliqué que j'ai ici, il suffit de connaître le prix de 2 cas biens pour connaître le prix des facteurs. Et c'est une propriété générique. Bon, voilà, donc je me suis fait plaisir. Donc ceci pour dire que le fait que j'ai... Évidemment, dans mon raisonnement, le fait que j'ai dit que je suis un petit pays, c'est une hypothèse forte. Le fait que j'ai dit que ce petit pays n'avait que 2 biens, c'est une hypothèse qui n'est pas sans conséquence, mais il y a une certaine robustesse des raisonnements que l'on peut faire dans le cadre. Alors maintenant, je viens revenir au progrès technique. Pour l'instant, je ne l'ai pas... Donc ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, c'est au fond, d'une certaine manière, des arguments pour la permanence des effets Sherolin. Et pour ça, j'ai changé un tout petit peu le vocabulaire en transformant le travail et la terre en travail qualifié et travail non qualifié. Et donc je reprends ce qu'ici, hein, donc le commerce avec le Sud, là c'est exactement ce que je viens de dire. Naturellement, mon argumentaire est relativement robuste. Hein, quand il y a beaucoup de biens, il est vrai, mais si je mettais les biens non échangeables, il resterait vrai jusqu'à un certain point. Il faudra regarder un petit peu. Alors la moralité est quand même assez intéressante parce que si ceci capture une partie de la vérité, alors dans la mondialisation, dans mon modèle simple, là, dans le modèle extrêmement simple que j'ai, les perdants sont des perdants absolus. Ils perdent à la mondialisation, sauf si je fais les politiques, etc. Je peux me dire qu'il faut que j'atténue ça et dire qu'il y aura des perdants relatifs. Et pourquoi je peux penser qu'il y aura des perdants relatifs? Parce que il y aura un progrès technique général. Hein, si vous voulez, derrière notre monde, il y a une tendance générale au progrès technique. Ce progrès technique retombe plus ou moins sur tout le monde. Donc même si vous êtes perdant dans une opération, vous êtes simplement perdant relatif parce que le progrès technique va compenser d'une certaine manière. La vraie question, c'est une des questions de mondialisation, est-ce que les perdants relatifs, et ça il y en a, il y en aura, hein, seront des perdants absolus? Et jusqu'à quel point? Alors, évidemment, la question qu'il y a derrière, à nouveau, je ne vais pas la régler tout à fait. Est-ce que la mondialisation est favorable au progrès technique? Il y a toute une série d'arguments pour le dire. Un argument assez simple, c'est que le progrès technique, il a un certain coût, mais il est amortissable sur un marché plus large. Plus le marché est large, plus il y a de possibilités d'amortir les coûts de production du progrès technique, si je vois le progrès technique produit comme le font les modèles de croissance endogène auxquels j'ai fait allusion un certain nombre de fois. Alors, en sens inverse, on peut dire, mais est-ce que avec la mondialisation, le progrès technique est aussi rentable à produire? Question. Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des risques d'affaiblissement de la propriété intellectuelle, avec la segmentation en particulier, donc c'est un effet d'autre. Hein.
Et ce qui m'amène à poser la question que j'avais posée dès le début, hein, qui était la question inspirée de Heckscher-Ohlin, que suscite une culture Heckscher-Ohlin dans ce qu'on regarde de mondialisation. Est-ce que le salut du Nord est dans le progrès technique? Alors là, j'aurais pu, si j'avais eu le temps, je voudrais présenter un modèle que j'avais présenté d'ailleurs dans l'année où j'avais parlé de la croissance, un modèle dans lequel une manière de participer au progrès technique, c'est de vendre des biens qui ont un progrès technique incorporé, de les créer, de les vendre, pardon, de créer avec ces biens dans lesquels il y a un progrès technique incorporé un bien moderne que l'on vend sur le marché mondial. Et alors on voit apparaître que les choses sont moins simples qu'elles ont dans l'air, parce qu'il y a des transitions sur le travail qualifié qui a une double fonction, hein, parce qu'il permet à la fois de créer le progrès technique et il permet aussi de créer le bien moderne. Et donc les effets sont moins clairs qu'on ne pouvait le penser immédiatement. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais être beaucoup moins ambitieux, je ne vais pas revenir sur vraiment mais je vais revenir sur le progrès technique dans Heckscher-Ohlin et dans Ricardo. Et pour ça, en se disant, avant d'essayer c'est peut-être assez naturel qu'avant d'essayer de comprendre le progrès technique dans le monde du nouveau commerce international, on le comprenne dans l'ancien. Ça nous donnera peut-être des idées, hein, peut-être pas, mais on va voir. Donc je propose que nous nous lancions dans cet exercice. Alors, on va se lancer dans cet exercice en revenant sur quelque chose de très simple, hein. Alors, que j'associe à Ricardo. Hein. Alors, je vais appeler il y a deux pays, hein. Alors je vais les appeler, ça va être l'Angleterre, et ça va être l'Australie. C'est-à-dire, alors l'Australie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous voyez, ça, c'est l'ensemble de production de l'Australie. Hein. Elle peut, en modifiant l'affectation de sa force de travail, soit produire une unité de blé, hein, soit produire une demi-unité de textile. Ça, c'est l'Australie. Là, j'avais déjà introduit hein, l'idée de l'Australie et l'Angleterre, j'en ai déjà pas mal parlé, hein, on a même vu ce qui se passait en matière de prix. Mais alors là, l'Angleterre, elle peut produire avec toute sa force de travail une demi-unité de blé et une unité de textile. Qu'est-ce qui se passe en Ontario? Alors maintenant, je vais faire qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là. C'est un monde assez simple. Peut-être que, comme il est simple, peut-être qu'on va comprendre ce qui se passe. Hein. Le problème du monde réel, c'est qu'il est quand même assez compliqué. C'est ça un de nos gros handicaps pour le comprendre. Alors là, il est assez simple, et je vais encore le simplifier en disant, dans chacun des pays, il y a des consommateurs qui sont tous identiques et qui ont des fonctions d'utilité de Cobb-Douglas, avec coefficient 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit le rapport de prix, ils affectent toujours la moitié de leur revenu à chacun des biens. Donc si le prix d'un bien est très faible, ils en achètent beaucoup plus. S'il est plus fort, ils en achètent moins, mais ils affectent toujours la moitié de leur revenu, etc. Dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Avec cette fonction d'utilité, hein, alors simplement les courbes d'utilité sont des hyperboles équilatères, hein, bien, le maximum ici va être là pour l'Australie et là pour l'Angleterre. C'est-à-dire que à l'équilibre en autarcie, la Grande-Bretagne va produire 1,5 de textile et consommer donc 1,5 de textile et un quart de blé en se mettant ici. Et l'Australie va produire 1,5 de blé et un quart de textile et rester là. Hein, donc voilà, voilà la production australienne, voilà la production anglaise. Maintenant, on ouvre au commerce hein, et on va arriver à la spécialisation. Vive la différence, disait Ricardo. Non, ça c'est Samuelson qui dit ça dans l'article dont je vais parler tout à l'heure. Et donc, ce que peut faire le monde, s'il y a spécialisation, il peut produire une unité de textile et une unité de blé. Et je prétends que dans ce commerce, il y a spécialisation, c'est-à-dire que l'Angleterre produit le textile, l'Australie produit le blé, donc toute sa force de travail en Angleterre est dans la production du textile, toute la force de travail de l'Australie est dans la production de blé. Je prétends que ce qui va se passer est que chacun des pays va consommer une demi-unité de blé et une demi-unité de textile. Alors qu'avant, ils consommaient soit une demi-unité de blé, un quart d'unité de textile, soit un quart d'unité de blé, une demi-unité de textile. Donc ils y gagnent tous les deux, hein, par un quart d'unité du bien dans lequel ils étaient, leur avantage comparé était faible. Hein, et je prétends que c'est ça l'équilibre. Hein, je prétends que c'est là qu'on va se mettre. Et que ce sera, alors pourquoi c'est vrai? Parce que vous allez voir que si le système de prix est tel que le prix du blé est égal au prix du textile, si mes agents dans l'économie sont toujours avec leur... et si l'ensemble de production est donc l'ensemble budgétaire est ceci, hein, je fais l'hypothèse que le système de prix est 1,1, donc l'ensemble
l'ensemble budgétaire qui est le même pour chacun des pays est celui-ci. Et dans chacun des pays, on va choisir ce point-là, parce que c'est celui qui maximise. Les consommateurs dans chacun des pays vont faire des plans individuels qui conduisent à ces plans collectifs qui sont ici. Donc, il y a des gains à l'échange. Ils sont bien répartis, à vrai dire, ici, ils sont complètement identiques. Et chacun accroît sa consommation du bien, son avantage comparé est faible, et ne modifie pas sa consommation de l'autre. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ricardiens. Alors, il faut bien voir, naturellement, que tout ceci est très lié à la symétrie des préférences. Pourquoi c'est simple? Pourquoi je n'ai pas eu à faire de calcul? Parce qu'il y a symétrie des préférences, sont homothétiques, qui sont tous identiques, etc., bien sûr. Alors, je fais quand même quelques remarques sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, que je vous laisse pour votre réflexion personnelle. Mais s'il y a une baisse généralisée de la productivité du travail dans l'un ou l'autre pays, par exemple, baisse en Angleterre, ça appauvrit l'autre. Donc, il y a une sorte de solidarité liée à la... alors, bon, faut refaire l'équilibre, et le voir ici, mais ça, c'est vrai ici. Une baisse de population en Australie, par exemple, une baisse de population en Australie, alors, améliore le bien-être anglais, non, c'est en Angleterre, pardon, améliore le bien-être anglais et diminue les gains australiens. Désolé, comme quoi c'est l'inconvénient d'avoir deux pays qui commencent par la même lettre A. Je vous laisse aussi méditer là-dessus, j'y reviendrai. Alors l'équilibre ici, qu'est-ce qu'il détermine? Il détermine les termes de l'échange. Quand j'étais un petit pays tout à l'heure, les termes de l'échange étaient donnés par le monde et je n'y touchais pas. Ici, selon l'organisation du commerce à laquelle je me soumets, ça va déterminer les termes de l'échange. Et si vous regardez par exemple, les discussions des années 60 quand j'étais jeune, entre les penseurs marxistes et les autres, c'était sur les termes de l'échange. Les termes de l'échange étaient en train de se dégrader, pour les pays en développement et de s'améliorer pour les pays à développer. Alors, il faut bien voir que dans ce modèle, dans ce monde ici, je ne tiens pas compte de quelque chose dont je tiendrais compte s'il y avait des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs de marché. Par exemple, dans ce modèle, il y a des raisons pour mettre des taxes à l'exportation, si je suis soit sur le blé, soit sur le textile. Et donc, il se peut que si les gens sont non coopératifs, ils aboutissent à un équilibre de Nash non coopératif, où ils mettent tous les deux les taxes sur l'exportation de leurs biens, qui soit la solution de référence, qui ne sera pas nécessairement symétrique à ce moment-là. Cet équilibre de Nash ne sera pas efficace au sens de Pareto. C'est-à-dire qu'il y aurait moyen de réorganiser la production de manière à améliorer le sort de tout le monde. Mais rien ne dit que l'équilibre de Ricardo soit supérieur au sens de Pareto à l'équilibre de Nash dont on partirait. C'est possible, je construis autant d'exemples que je veux où ce n'est pas le cas. C'est pour mettre l'accent sur les problèmes de conflit de revenus, enfin de conflit dans la distribution des revenus qui apparaissent ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder l'effet du progrès technique. C'est-à-dire, je garde toujours ces pays. Là, vous avez toujours l'Australie qui est toujours là. Voilà ce qu'elle peut faire. Voilà toujours l'Angleterre qui est toujours là dans un premier temps. Donc, ce que pouvait faire le monde, si l'Australie produisait ceci et l'Angleterre produisait ceci, c'était ça. C'est la production de textile et de ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer qu'il y a du progrès technique dans le textile. Alors, progrès technique, c'est parce qu'il tombe du ciel. Soit parce que c'est assez plausible aussi, qu'il est lié au learning by doing, au fait que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de faire du textile, on est meilleur à faire du textile. Et donc je suppose que ce que peut faire l'Angleterre, au lieu d'être donné par ceci, va être donné par cette ligne pointillée bleue. C'est-à-dire voici l'ensemble de production possible de l'Angleterre ici. Et donc ce que peut faire le monde, cette fois, il peut soit, s'il y a spécialisation, en tout cas, il peut avoir cette quantité de blé, comme tout à l'heure, une quantité de textile plus élevée. Donc voilà le nouveau monde. L'autarcie serait différente, mais ce serait facile à calculer, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que va donner le commerce dans ce nouveau monde? Alors je vais toujours le faire avec mes hypothèses très simples, à savoir qu'il y a toujours des préférences homothétiques qui sont Cobb-Douglas et qui sont identiques dans les deux pays, ce qui simplifie beaucoup les choses, naturellement. Bien, maintenant, ce qui va se passer, si malgré tout, il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'il va apparaître, ce changement va changer les termes de l'échange. C'est-à-dire le terme auquel les termes de l'échange, c'est le prix relatif du textile en termes de blé, ou le prix relatif du blé en termes de textile. Ici, je prends le prix du blé égal 1, donc c'est le prix du textile. Donc l'enjeu du commerce, maintenant, c'est de faire apparaître des termes de l'échange qui vont varier. Tout à l'heure, ils étaient 1, les termes de l'échange, 1 pour 1.
Là, je vais appeler petit p les termes de l'échange. Et je vais vérifier que si petit p est tel que je l'ai indiqué sur cette figure-là, vous voyez, alors là, le prix du blé est égal à 1 et le prix du textile est plus petit que ce qu'il était avant. Hein. Il est petit p, je peux le mesurer ici. Alors à ce moment-là, l'ensemble budgétaire, tel que je l'ai construit, ça c'est l'ensemble budgétaire pour l'Australie, est donné par la perpendiculaire à ce vecteur de prix. Et là, je fais l'hypothèse, c'est la tentative que je vais faire, de faire passer cet ensemble budgétaire par ce point-là. C'est-à-dire que l'Australie peut acheter tout le textile anglais. Ben, je dis ça, c'est un équilibre. Ce système de prix est un équilibre dans le monde très simple que j'ai. Pourquoi? Parce que dans le monde très simple que j'ai, l'ensemble budgétaire de l'Angleterre va être le même, parce que l'Angleterre, avec ce système de prix, elle peut évidemment acheter tout le blé australien, c'est complètement symétrique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire chacun des pays? C'est pareil, ben, ils vont choisir tous les deux ce point-là, c'est-à-dire choisir un point dans lequel ils consomment la moitié du blé mondial et la moitié du textile mondial. Comme tout à l'heure. Sauf comme il y a plus de textiles, chacun y gagne. Les gains sont répartis équitablement, hein, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ricardien, à nouveau. Donc les gains et l'innovation sont ici totalement partagés. Alors évidemment, on peut se poser des trois petites questions on peut se poser des trois petites questions du genre est-ce qu'ils vont être quid de la production de progrès techniques, hein, parce que ici le progrès technique, admettons qu'il soit coûteux et fait par l'Angleterre, elle n'en récolte que la moitié. Donc est-ce qu'elle a vraiment une bonne incitation à faire du progrès technique? À nouveau, ça pose la question du pouvoir de marché. Hein. Ici, j'ai fait l'hypothèse qu'après, il n'y avait aucun pouvoir de marché. Après progrès technique, le prix du textile, c'est le prix concurrentiel. Ce n'est pas du tout un prix dans lequel il y a un pouvoir de marché, hein, qui soit exploitable soit par le pays, soit par les entreprises. Et naturellement, je mets l'accent sur le fait que la réponse est très particulière, parce que j'ai des fonctions d'utilité très particulières. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus général dans ce monde? Dans le cas le plus général, vous voyez bien que ce que j'ai déterminé, c'est les termes de l'échange, c'est le prix du textile. Mais le prix du textile, de quoi il dépend? Il dépend essentiellement, vous voyez bien qu'il dépend de la demande de textile dans le monde. La demande de textile dans le monde qui existe avant que innovation et après innovation. Mais si je veux regarder les différences entre pré-innovation et post-innovation, tout doit être relativement lié à l'élasticité prix du textile. Ou de façon plus compliquée, si vous voulez, quand la quantité de textile disponible augmente, il y a deux effets. Il y a un effet revenu, hein, le monde est plus riche parce qu'il y a plus de textile qui peut être produit, et il y a un effet prix, le prix du textile change. Alors évidemment, si quand vous êtes plus riche, vous avez plus de textile, ça c'est bon pour le textile. Hein, c'est un avantage, ça va faire monter le prix du textile. Par contre, si le prix du textile, l'élasticité prix du textile va dépendre de ses effets revenus, mais aussi des effets prix. Et les deux vont jouer. Donc le cas qu'on a examiné est un cas assez particulier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de général? Alors la première remarque que l'on peut faire, c'est que si le prix d'équilibre du textile ne peut pas augmenter par rapport à la situation initiale, vous voyez, là j'ai mis un ensemble budgétaire pour l'Australie, donc qui lui permet d'acheter tout son blé naturellement, dans lequel le prix du textile a augmenté un tout petit peu par rapport à la situation initiale, donc le prix du textile a un peu baissé par rapport à la situation initiale, donc elle peut acheter plus de textile. Hein. Eh bien, vous voyez, l'Australie va toujours y gagner. Mais ça, c'est la situation générale. Le théorème général que l'on peut montrer, hein, c'est que l'Australie gagne toujours, c'est-à-dire à votre champ innovation, hein, l'Australie gagne toujours. Et l'Angleterre gagne parfois. Tout à l'heure, c'était le cas. Et si la demande de textile n'est pas trop inélastique, hein, si la demande de textile est très inélastique, alors comme je mets beaucoup plus de textile, il faut que je baisse beaucoup son prix. Et ça, c'est pas bon pour moi. C'est bon pour l'Australie, mais c'est pas bon pour moi. Ou trop peu sensible aux revenus, c'est l'autre argument que j'ai donné dans les effets prix et revenus. Hein. Mais l'Angleterre peut perdre. Hein. Donc l'innovation n'est pas nécessairement mutuellement bénéfique. Ça dépend. Et la seule chose qui est absolument assurée, c'est que l'Australie y gagne. Alors ça, c'est assez intéressant parce que si vous revenez au débat
des années 60, quand je lisais, ou 70, je ne me rappelle plus, quand je lisais l'échange inégal de M. Emmanuel ou les ouvrages de Samir Amin, on nous disait que les pays riches avaient adopté une spécialisation avantageuse. En s'étant spécialisés dans des biens dans lesquels il y a du progrès technique, ils s'étaient mis en position avantageuse. Alors, il n'était pas ce que disait et que donc ils y gagnaient, et que les autres qui n'avaient pas adopté cette spécialisation étaient désavantagés. Donc, on aurait dû les compenser. Enfin, c'est derrière le voile de l'ignorance, on aurait dû les compenser, etc. Ce que dit ce résultat, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors naturellement, il faut quand même être assez prudent parce que là, à nouveau, on fait abstraction du pouvoir de marché. Si je remets un pouvoir de marché pour l'Angleterre, elle peut, son gain d'innovation peut se transformer en gain de revenus. Elle fait aussi abstraction des possibilités de retombées du progrès technique sur l'autre secteur, dont je vais parler dans quelques minutes. Si jamais ça vous permet d'améliorer, le fait que vous ayez beaucoup d'usines en textile vous permet d'améliorer la productivité de l'agriculture, ça va peut-être changer les choses, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, mais enfin, c'était un éclairage. Au début, quand j'avais lu Samir Amin, j'étais très impressionné par l'argumentaire. Je ne pense pas qu'il reste complètement faux historiquement, et on regarde des périodes qui étaient considérées, mais il est beaucoup moins trivial que ce que je pensais, et même si on regarde un peu ce qui se passe, ça semble aller dans l'autre sens, en tout cas dans le cadre du monde très simple que je vous ai décrit ici. Monde qui est trop simple, mais qui a un gros avantage, c'est que je peux le comprendre. On va changer maintenant. On va regarder le même dessin, mais on va appeler les pays différemment. Le premier, on va l'appeler la Chine, et le deuxième, on va appeler les États-Unis. Donc, je regarde l'avantage comparé avec progrès technique, là, et là, je reprends un article que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, de Paul Samuelson, assez peu avant sa mort. Alors, Paul Samuelson est en principe un héros du libre-échange. Il a dit à un moment, le seul sujet sur lequel les économistes sont d'accord, c'est que le commerce est bénéfique, ou le libre-échange est bénéfique, quelque chose comme ça. Et assez tard, c'est quelques années avant de mourir, puisqu'il nous a quittés, il a écrit un article qui a une saveur assez différente, que je vais vous donner ici, qui est... dans lequel il renvoie parfois dos à dos les économistes qu'il appelle mainstream et les économistes hétérodoxes, et dans lequel il prend des arguments ricardiens pour mettre en question des arguments standards du mainstream. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est la Chine et les États-Unis. C'est même le même exemple que tout à l'heure, simplement je vais changer le nom. Je vais changer le nom, puis je vais regarder un peu la population. Alors, qu'est-ce que c'est que la Chine? Aux États-Unis, la productivité du travail pour produire le bien 1 est de 2. Pour produire le bien 2, c'est de 1,5. C'est-à-dire un travailleur aux États-Unis peut produire 2 unités de bien 1 ou 1,5 unité de bien 2. Ça, c'est l'avantage comparatif des États-Unis. Alors, à nouveau, je laisse dans l'ombre toutes les questions factorielles. Bien sûr, ça, je peux le reprendre avec des histoires de notation factorielle. Ça ne seront plus des droites, ce seront des cours plus compliqués, etc. Mais je l'oublie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les États-Unis, leur population est 100. Mettons 100 millions. Donc, mettons 100. Et la Chine, sa population est 1000. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les États-Unis? Soit dans le bien 1, ils produisent 200. Soit dans le bien 2, 1,5 multiplié par 100, ça fait qu'ils produisent 50. Alors, la Chine... sa productivité est 1/20 pour le bien 1, mais ils sont 1000. Donc, pour le bien 1, 1/20 de 1000, ça fait 50. Ils peuvent produire 50. Et pour le bien 2, ils ont une productivité de 2/10, et comme ils sont 1000, ils peuvent produire 200. Donc la Chine, voilà ce qu'elle peut produire. Les États-Unis, voilà ce qu'ils peuvent produire. D'accord. Qu'est-ce que peut produire le monde? Et bien voilà, c'est ça. Et lorsqu'ils se spécialisent, parce que la Chine se spécialise dans le bien 2 et les États-Unis dans le bien 1, vive la différence. Alors c'est exactement comme tout à l'heure, les calculs sont les mêmes. En autarcie, les consommateurs en Chine et aux États-Unis dépensent la moitié de leurs revenus sur chacun des deux biens.
Donc consomme en Chine 100 de bien 2 et 25 de bien 1, et vice-versa aux États-Unis. Et avec le commerce, eh bien, il y a 50% de la force de travail qui est sur chacun des biens, puisque le système de prix, ce que peut faire le monde, je ne le retrace pas, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. Et donc le commerce améliore ici le revenu réel, je n'ai pas repris, qui est 0,50. Alors c'est la valeur de la fonction d'utilité de Cobb-Douglas qui calcule avec ces chiffres-là, ou de 0,05 selon que l'on... selon qu'on est en Chine ou aux États-Unis, donc il est 10 fois plus élevé aux États-Unis, simplement parce qu'ils sont 10 fois moins nombreux. Voilà. Alors qu'est-ce que va faire donc ça c'était le... Pardon, l'autarcie, j'étais à l'autarcie, je viens au commerce. En commerce, les États-Unis vont produire tout le bien 1, 200 unités, la Chine va produire tout le bien 2, les prix d'équilibre vont être 1. C'est le modèle, j'ai absolument rien changé tout à l'heure, c'est le même modèle. Et la consommation, ça va être 100 dans chacun des pays, pour chacun des biens, il n'y a pas de problème. Alors là, à nouveau, je vais trouver cette chose qu'on peut trouver contre-intuitive. Si la baisse de population en Chine, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins ici avec les Chinois. Comme j'avais dit tout à l'heure, ça c'est bon pour les Chinois. C'est bon pour les Chinois parce que d'une certaine manière, c'est une manière d'utiliser leur pouvoir de marché d'une certaine manière. C'est bon pour le Chinois représentatif. Et ça se fait au détriment du surplus US. C'est juste une remarque que Samuelson juge contre-intuitive et dont la compréhension est, selon lui, mal partagée. Alors, pardon. Alors maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure. Ça, c'était le début, c'était le début de l'histoire. C'est une bonne histoire. Maintenant, on va augmenter, on va multiplier la production possible sur le bien 2, celui dans lequel la Chine est spécialisée, en le multipliant par 4. Modus, toute proportion gardée, je peux répliquer mon raisonnement précédent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis gagnent toujours, cette fois. Et les Chinois, ça dépend de l'élasticité de la demande. Si la demande est inélastique, ils sont obligés de baisser beaucoup le prix pour le vendre, et donc, à ce moment-là, ils cessent d'y gagner. C'est exactement le même argument que tout à l'heure, avec la même dimension contre-intuitive, pas plus, pas moins. Alors maintenant, imaginons le progrès technique dans le bien. Maintenant, dit Samuelson, imaginons maintenant que les Chinois se mettent à être beaucoup plus efficaces dans le bien pour devenir aussi efficaces que les États-Unis. Dans ce monde ici, qu'est-ce qui va se passer? La productivité du travail sur un en Chine est multipliée par 16. C'est-à-dire, au lieu de faire 500, ils vont faire 800. Exactement comme les États-Unis après le progrès technique. Eh bien, il n'y a plus d'avantage comparatif entre la Chine et les États-Unis. Vous voyez, la frontière de production de la Chine est parallèle à celle de production des États-Unis. Et une fois ceci est arrivé, les États-Unis reviennent à leur niveau d'autarcie avant commerce. Et au fur et à mesure, pendant toute la période intérimaire, leur niveau de vie diminue jusqu'à rejoindre leur niveau de vie d'autarcie avant commerce. Donc c'était quelque chose de relativement peu optimiste sur ce qui pourrait se passer, mise en exergue par Samuelson, qui dit que bien sûr le pire n'est pas certain et que malgré tout il faut quand même peut-être mieux pas mettre de tarifs douaniers, mais il a un épilogue qui est assez ouvert. Donc je voulais vous donner ici. Ceci m'amène à la partie que je ne vais pas traiter, qui sont les migrations de masse au XIXe siècle, mais que je traiterai la fois prochaine, parce que j'ai été beaucoup plus lent que je ne l'imaginais. Il faudra que j'imagine des progrès techniques dans la diffusion de mes connaissances. Donc voilà, vous verrez les migrations de masse. 60 millions d'Américains sont allés vers les Amériques. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça a fait sur les économies? Je n'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus. Je reprendrai là-dessus ce qu'ont écrit Williamson et O'Rourke, dans un livre que j'ai déjà cité d'ailleurs, que je vous ai présenté ici, qui est sur l'histoire économique du XIXe siècle. Et je vous dirai comment ils voient le phénomène. Et on poursuivra, ça nous fera une bonne entrée en matière sur cette question des migrations. Voilà, je vous remercie. Et dans 6 minutes, nous allons reprendre avec Peter Neri.